les véritables conditions d'existence d'une œuvre sur le marché de l'art. On pourrait croire qu'une œuvre existe dès lors qu'elle est terminée, qu'il suffit qu'elle soit produite, signée, posée quelque part pour entrer dans le monde de l'art. C'est une idée séduisante. Elle a quelque chose de propre, presque rassurant. Elle permet de penser l'art comme un territoire relativement simple, un artiste, une œuvre et éventuellement un public. C'est aussi une idée que j'ai longtemps trouvée logique, mais elle ne tient pas très longtemps dès qu'on regarde le fonctionnement réel du marché, parce qu'une œuvre ne commence pas à exister lorsqu'elle est créée, elle commence à exister lorsqu'elle est perçue comme telle. Et cette perception ne dépend jamais uniquement de celui qui l'a produite. Elle dépend d'un ensemble de regards, de contextes et de relais qui échappent en grande partie à l'artiste. Une peinture terminée dans un atelier est à ce stade un objet. Peut-être un très bon objet, peut-être même un objet exceptionnel, mais tant qu'elle n'est pas vue, située, accrochée, discutée, elle ne produit rien. Elle n'entre dans aucun dialogue, elle n'a pas encore de place. C'est une réalité un peu sèche, mais assez utile. C'est précisément ce que Howard Baker a formulé de manière très claire dans Artworlds 1982. Plutôt que de parler de génie ou d'inspiration, il s'intéresse à ce qui permet concrètement à une œuvre d'exister dans le monde. Et sa réponse est assez directe. Une œuvre est le produit d'une coopération. Autrement dit, l'artiste ne travaille jamais seul, même lorsqu'il pense être seul. Autour de chaque œuvre, il y a un ensemble d'acteurs qui participent à son existence. Galeries, collectionneurs, commissaires, institutions, critiques, publics, mais aussi, de manière plus discrète, des formats, des habitudes d'exposition, des codes de présentation, des manières de regarder. Tout cela forme ce que Baker appelle un monde de l'art. Et ce monde n'est pas abstrait, il est très concret. Il suffit d'observer une même œuvre placée dans deux contextes différents. Accrochée dans un lieu amateur, elle sera regardée rapidement, parfois avec bienveillance, parfois avec indifférence. Placée dans une galerie construite, avec un accrochage précis, un discours, une cohérence d'ensemble, elle change immédiatement de statut. Pourtant, l'œuvre n'a pas bougé. Ce qui a changé, c'est ce qui l'entoure. C'est à partir de là que la question de la valeur devient intéressante, parce qu'elle cesse d'être uniquement une question de qualité intrinsèque. Comme l'a montré Raymond Moulin, la valeur d'une œuvre se construit dans un système d'acteurs, de validation et de reconnaissance. Elle n'est pas simplement contenue dans l'objet. Un collectionneur le sait très bien, souvent, sans le formuler ainsi. Lorsqu'il acquiert une œuvre, il n'achète pas uniquement une image. Il achète une position, une inscription dans un contexte, une place dans un ensemble, une œuvre isolée, sans relais, sans exposition, sans lecture partagée, est difficile à situer, elle demande un effort. Et dans un marché où tout demande déjà un certain effort, ce n'est pas anodin. Cela explique pourquoi certaines œuvres, pourtant solides, restent invisibles, et pourquoi d'autres, parfois plus accessibles, trouvent plus rapidement leur place. Ce n'est pas nécessairement une question de niveau, c'est une question de conditions d'existence. Une œuvre ne circule pas parce qu'elle est bonne, elle circule parce qu'elle est rendue circulable. Le rôle des galeries dans ce processus est souvent mal compris. On les réduit facilement à une fonction commerciale, ce qui est à la fois réducteur et assez faux. Une galerie ne se contente pas de vendre. Elle sélectionne, organise, met en relation, construit un cadre. Elle rend une œuvre lisible pour d'autres acteurs, et cette lisibilité est essentielle. Parce que le marché de l'art fonctionne aussi sur une forme de compréhension rapide. Il faut pouvoir situer une œuvre, même partiellement, pour s'y intéresser. Et cette capacité à situer repose sur des repères communs. C'est là qu'interviennent les conventions. Le mot n'est pas très séduisant, mais il est central. Les conventions sont ces règles implicites qui permettent au système de fonctionner sans se bloquer à chaque interaction. Elles concernent les formats, les médiums, les modes de présentation, mais aussi les attentes, les manières de parler des œuvres, les références partagées. Sans elles, chaque exposition deviendrait un problème à résoudre. Chaque œuvre demanderait une explication complète. Chaque regard serait isolé. Avec elle, le système devient fluide. Cela ne veut pas dire que tout doit être conforme, mais cela veut dire que plus une œuvre s'éloigne de ses conventions, plus elle demande un travail de médiation. Il faut expliquer davantage,
contextualiser davantage, convaincre davantage, et ce travail n'est pas toujours pris en charge. C'est probablement l'un des points les moins dits. L'innovation a un coût, pas seulement pour l'artiste, mais pour tout le système qui doit l'absorber. Une œuvre très éloignée des repères existants n'est pas simplement en avance. Elle est plus difficile à intégrer, et tout le monde n'a pas envie de faire cet effort. Dans ce contexte, la reconnaissance apparaît moins comme une évidence que comme un processus. Elle se construit progressivement à travers des expositions, des acquisitions, des discours, des validations successives. Elle dépend d'un alignement entre plusieurs acteurs. On retrouve ici, d'une certaine manière, ce que décrit Pierre Bourdieu avec la notion de champ. Le monde de l'art n'est pas un espace neutre, il est structuré, hiérarchisé, traversé par des logiques de légitimité. Une œuvre n'existe pas uniquement par ce qu'elle est, mais par la place qu'elle occupe dans cet espace. Cela ne rend pas l'art moins intéressant. Et cela permet de comprendre pourquoi le marché ne récompense pas automatiquement le talent. C'est une idée que l'on entend souvent et qui a le mérite d'être rassurante. Elle est aussi, dans de nombreux cas, assez optimiste. Aujourd'hui, la majorité des transactions sur le marché de l'art se situe en dessous de 5 000 $. Cela représente l'essentiel du volume, mais la visibilité, elle, reste concentrée sur une minorité d'artistes et d'œuvres. Autrement dit, beaucoup d'œuvres existent matériellement, mais peu accèdent à une existence structurée sur le marché. La différence ne se joue donc pas uniquement dans l'atelier, elle se joue dans la manière dont une œuvre entre ou non dans un système capable de la porter. Dans cet ensemble, l'artiste reste évidemment central, mais il n'est plus seul à porter l'existence de son travail. Cette existence dépend aussi de la manière dont son travail peut être vu, compris, relayé, inscrit dans un réseau. C'est une réalité moins romantique que celle du génie solitaire, mais elle est aussi beaucoup plus opérationnelle. Et, accessoirement, elle évite d'attendre indéfiniment qu'un marché supposément juste finisse par reconnaître ce qui mérite de l'être. L'histoire montre que les choses ne fonctionnent pas exactement ainsi. Si l'existence d'une œuvre dépend de ces conditions, alors une question s'impose. Pourquoi certaines œuvres parviennent-elles à s'inscrire durablement dans le marché, tandis que d'autres restent à sa périphérie ? Ce n'est visiblement pas uniquement une question de talent, et c'est précisément ce que nous allons explorer